L'année 958 voit naître à Constantinople un garçon qui marquera l'histoire de l'Empire byzantin d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Basile, fils de l'empereur Romain II et de Théophano, arrive dans un monde de magnificence et de danger. Son père règne sur l'Empire byzantin, cette continuation de l'Empire romain qui défie les siècles depuis Constantinople, la nouvelle Rome. Mais l'enfance de Basile bascule rapidement dans le chaos. Il n'a que 5 ans lorsque son père meurt en 963. Certains murmurent que sa propre mère, Théophano, aurait empoisonné Romain II. Vrai ou faux, le petit Basile se retrouve orphelin de père et empereur en titre avec son frère cadet Constantin. Trop jeunes pour gouverner, les deux garçons deviennent des pions sur l'échiquier du pouvoir. Théophano ne perd pas de temps. Elle épouse le général Nicéphore Phocas, un militaire brillant qui devient empereur. Les deux frères sont maintenus en vie, couronnés co-empereurs, mais ils n'ont aucun pouvoir réel. Basile observe, apprend, grandit dans l'ombre de ces hommes forts qui se disputent le trône. 6 ans plus tard, en 969, nouveau coup de théâtre. Sa mère complote à nouveau. Nicéphore Phocas est assassiné. Le meurtrier est Jean Tzimiskès, l'amant de Théophano, et un autre général ambitieux. Tzimiskès monte sur le trône et bannit Théophano dans un monastère. Le jeune Basile, alors âgé d'11 ans, voit sa mère disparaître de sa vie. Il reste avec son frère, toujours co-empereur de nom, toujours impuissant face au véritable maître de l'Empire. Jean Tzimiskès se révèle un bon tuteur malgré tout. Il mène des campagnes victorieuses contre les Arabes au Moyen-Orient et traite correctement les deux jeunes princes. Basile observe comment on dirige une armée, comment on négocie, comment on gouverne. Mais au fond de lui germe une détermination froide. Un jour, ce sera son tour. Un jour, personne ne lui dictera plus sa conduite. En janvier 976, Jean Tzimiskès meurt de maladie. Basile a 18 ans. Enfin, le trône lui revient légitimement avec son frère Constantin. Mais leur grand-oncle, Basile Lécapène, occupe la fonction de parakimomène, grand chambellan. Il s'arroge la tutelle des jeunes empereurs et entend bien continuer à gouverner à leur place. L'aristocratie militaire et terrienne de l'Empire se frotte les mains. Après des années sous la poigne de fer de généraux empereurs, voilà 2 jeunes inexpérimentés sur le trône. Chacun voit l'opportunité de s'emparer du pouvoir. Les grandes familles s'affrontent, les ambitions se heurtent. L'Empire bascule dans 13 années de guerre civile. Bardas Skléros est le premier à bouger. Ce général, relégué en Mésopotamie après avoir perdu ses fonctions de chef des armées d'Orient, n'accepte pas son éviction. Ses troupes le proclament Basileus. Il bat plusieurs armées byzantines et marche vers Constantinople. Le parakimomène panique et fait appel à un autre membre de l'aristocratie militaire, Bardas Phocas le Jeune. Phocas accepte. Il combat Skléros, le bat en 979 lors d'un duel singulier près d'Amorium. Skléros fuit et se réfugie chez les Arabes. Problème réglé, mais Basile observe, calcule. Il a 21 ans maintenant et il comprend le jeu. Son grand-oncle utilise les généraux pour maintenir son pouvoir. Il faut briser ce cycle. En 985, Basile frappe. Il fait arrêter son grand-oncle Basile Lécapène et l'enferme dans un monastère. Son frère Constantin ne s'intéresse qu'aux fêtes et aux honneurs. Très bien. Basile II prend seul les rênes du pouvoir. Il a attendu 27 ans. Maintenant commence son véritable règne. Mais l'affaire est loin d'être terminée. Bardas Phocas, celui qui avait vaincu Skléros, se retourne contre le jeune empereur en 987. Pire encore, Skléros s'échappe de sa prison et s'allie à Phocas. Les deux Bardas se partagent l'empire. Basile II n'a que Constantinople et quelques provinces fidèles. Basile se trouve dans une situation désespérée. Ses ennemis contrôlent une grande partie de l'armée. Il lui faut des troupes fraîches, des soldats qui ne doivent rien aux grandes familles aristocratiques. Il se tourne vers un allié improbable, Vladimir, prince de Kiev. Les négociations aboutissent. Vladimir envoie 6000 guerriers varegs, ces vikings de l'Est redoutables au combat. En échange, Basile lui donne sa sœur Anne en mariage et Vladimir se convertit au christianisme orthodoxe. Un marché d'une portée historique, c'est le début de la christianisation de la Russie. Avec ses troupes d'élite, Basile contre-attaque. En 989,
La bataille décisive a lieu près d'Abydos. Bardas Phocas meurt pendant l'affrontement. Bardas Skléros, voyant la partie perdue, négocie la paix. Basile lui pardonne et Skléros se retire sur ses terres où il meurt en 991. Basile II a gagné. Il a 33 ans. 13 années de guerre civile se terminent, mais ces années l'ont forgé. Il est devenu dur, méfiant, implacable. Il a compris que la clémence est une faiblesse. Il a vu comment les aristocrates peuvent déstabiliser l'Empire. Il ne fera plus jamais confiance à personne. Avec les Varègues, il crée la garde varangienne, une unité d'élite qui dépend directement de l'empereur. Ces guerriers du Nord deviennent sa protection rapprochée, les seuls soldats en qui il a confiance. Ils lui seront fidèles jusqu'à sa mort. Basile II n'est pas comme ses prédécesseurs. Il refuse le faste, les banquets somptueux, les vêtements raffinés. Même ses robes pourpres d'empereur sont d'une teinte terne. Il vit comme un moine, mange peu, dort peu. Son corps est maigre, son visage pâle. On dirait un cadavre ambulant, mais sous cette apparence austère se cache une volonté de fer. Basile n'a qu'une passion, la guerre. Il lit tous les traités de stratégie militaire, étudie les batailles passées, connaît parfaitement l'organisation de l'armée. Il ne se marie jamais, n'a aucune maîtresse connue. Sa seule épouse est l'Empire byzantin. Contrairement aux empereurs qui restent à Constantinople, Basile vit avec ses soldats sur le terrain. Il mène campagne après campagne, en été comme en hiver. Il dort sous la tente, mange la même nourriture que ses troupes. Ses hommes grognent devant ses inspections sans fin, devant sa discipline de fer qui interdit tout acte de bravoure individuelle pendant les batailles. Mais ils le respectent, car il ne les envoie jamais au combat sans être certain de la victoire. Sa méthode est simple mais efficace. Il étudie l'adversaire, trouve ses points faibles, prépare méticuleusement chaque offensive. Il ne prend jamais de risques inutiles. Ses campagnes sont méthodiques, systématiques, implacables. Il avance lentement mais sûrement, détruisant tout sur son passage. Basile porte une statue de la Vierge au combat. Il est profondément pieux malgré sa brutalité. Pour lui, il mène les guerres de Dieu contre les ennemis de l'Empire byzantin, héritier de Rome et champion du christianisme orthodoxe. Cette conviction religieuse alimente sa détermination. Pendant ces années de guerre civile, la Bulgarie a reconstruit sa puissance. Le tsar Samuel a profité du chaos byzantin pour étendre son royaume. Il contrôle la Macédoine, une partie de la Grèce, menace Thessalonique. Pour Byzance, c'est une humiliation intolérable. Basile décide de régler le problème bulgare une fois pour toutes, mais sa première campagne, en 986, tourne au désastre. À la passe des portes de Trajan, Samuel tente un piège à l'armée byzantine. 60 000 hommes de Basile sont pris dans un défilé étroit. Les Bulgares les massacrent. Basile lui-même échappe de peu à la capture. Les bannières impériales sont perdues. C'est la pire défaite de son règne. Cette humiliation brûle l'âme de Basile. Il attend, consolide son pouvoir, écrase les révoltes internes. Mais il n'oublie pas. Pendant 28 ans, la vengeance contre Samuel mûrit dans son esprit. Chaque année, il lance des raids en territoire bulgare. Pas de grandes batailles. Non, il détruit systématiquement les villages, brûle les récoltes, massacre les populations. Une guerre d'usure impitoyable. Samuel ne peut l'arrêter. Chaque fois qu'il essaie d'engager Basile dans une bataille décisive, l'empereur byzantin se dérobe. Il frappe où on ne l'attend pas, recule quand Samuel avance quand Samuel recule. Ville après ville, forteresse après forteresse, l'empire bulgare saigne. En 1005, le gouverneur bulgare de Dyrrhachium, un port important, rend la ville à Basile. D'autres nobles bulgares commencent à douter de Samuel. Le tsar vieillit. Ses forces déclinent. Basile sent que le moment approche. En 1014, Samuel prend une décision. Il doit arrêter Basile avant que l'empereur n'atteigne le cœur de la Bulgarie. Il fortifie les passes montagneuses qui mènent à son territoire. Des fossés sont creusés, des murs érigés, des tours construites. La passe de Claïdion, sur le fleuve Strouma, devient une forteresse imprenable. Samuel y concentre 15 à 20 000 hommes. Si les Byzantins veulent passer, ils devront traverser ce verrou. Basile arrive avec son armée en juillet 1014.
Il étudie les défenses bulgares. La vallée est étroite, bien défendue. Une attaque frontale coûterait des milliers de vies et pourrait échouer. Basile cherche une autre solution. Il ordonne au général Nicéphore Xiphias de prendre ses troupes et de contourner les montagnes Bélès. Pendant que l'armée principale de Basile fixe l'attention des Bulgares devant la passe, Xiphias et ses hommes escaladent les hauteurs. C'est long, épuisant. Mais les Bulgares ne surveillent pas assez leurs arrières. Le 29 juillet, Xiphias surgit derrière les lignes bulgares. La panique s'empare des défenseurs. Attaqués de front et de dos, ils abandonnent leur position. Certains essaient de fuir, d'autres de combattre. C'est le chaos. Samuel lui-même doit s'enfuir, sauvé par son fils qui lui donne son cheval. Des milliers de Bulgares meurent dans la mêlée. Des milliers d'autres sont capturés. Basile se retrouve avec 14 à 15 000 prisonniers bulgares. Ses généraux attendent ses ordres. Que faire de tous ces soldats ennemis? L'usage traditionnel serait de les intégrer dans l'armée byzantine ou de les vendre comme esclaves. Mais Basile II n'est pas un empereur traditionnel. Il se souvient de la défaite des portes de Trajan 28 ans plus tôt. Il se souvient de l'humiliation, de la fuite, des bannières perdues. Pendant presque 3 décennies, cette défaite l'a rongé. Maintenant, Samuel a perdu. Basile veut que le tsar bulgare sache exactement ce que signifie la défaite. Il veut briser non seulement l'armée bulgare, mais l'âme même du peuple bulgare. Basile donne des ordres qui glacent le sang de ses propres soldats. Les 15 000 prisonniers bulgares doivent être divisés en groupes de 100 hommes. Dans chaque groupe, 99 hommes auront les 2 yeux arrachés. Le 100e sera seulement éborgné, perdant un œil mais gardant l'autre pour pouvoir guider ses compagnons aveugles. L'opération commence. Les soldats byzantins se mettent au travail. Certains utilisent des fers rougis au feu, d'autres arrachent directement les globes oculaires. Les hurlements des victimes résonnent dans la vallée pendant des jours. Le sol est rouge de sang. L'air empeste la chair brûlée. 15 000 hommes mutilés, 150 borgnes pour les guider. Basile les renvoie ensuite vers Samuel. Les colonnes de soldats aveugles, tenant chacun l'épaule de celui qui le précède, guidés par des borgnes, traversent lentement la Bulgarie vers la capitale à Ohrid. Quand Samuel voit cette armée de spectres sanglants, ces hommes qui étaient ses soldats quelques jours auparavant, le choc est trop violent. Le vieux tsar s'effondre. Crise cardiaque. Il meurt le 6 octobre 1014, 2 mois après la bataille de Cleidion. Basile obtient alors son surnom qui passera à la postérité. Bulgaroctone, le tueur de Bulgares. Certains l'accusent de barbarie, de cruauté démoniaque. Comment un empereur chrétien peut-il commettre un acte si monstrueux? Mais dans l'esprit de Basile, cet aveuglement massif a une logique. D'abord, c'est une vengeance pour Théophylacte Botaniates, son général préféré mort dans une embuscade bulgare après la bataille. Ensuite, c'est une punition pour des rebelles, car Basile considère les Bulgares comme des sujets révoltés de l'Empire byzantin, pas comme un peuple étranger. Et l'aveuglement est la punition traditionnelle byzantine pour la rébellion. Enfin, et surtout, c'est une arme psychologique d'une efficacité redoutable. Basile veut terroriser ses ennemis, briser leur morale, les convaincre que résister à l'Empire byzantin ne mène qu'à l'horreur. Chaque soldat aveuglé devient un message vivant. Voilà ce qui attend ceux qui défient Basile II. L'aveuglement de Cleidion brise l'esprit de résistance bulgare. Samuel mort, ses successeurs n'ont plus la volonté ni les moyens de continuer la guerre. Gabriel Radomir, fils de Samuel, tente de négocier la paix. Basile refuse. Il veut la destruction complète du royaume bulgare. En 1015, Ivan Vladislav assassine son cousin Radomir et prend le pouvoir. Il essaie lui aussi de négocier, faisant semblant de vouloir se rendre. Basile ne le croit pas et prépare une conspiration pour tuer le nouveau tsar. L'assassinat échoue, les négociations aussi. La guerre continue. Basile mène campagne après campagne. Chaque fois qu'il capture des prisonniers bulgares, il les fait aveugler. La terreur se répand. Les nobles bulgares commencent à se rendre individuellement à Basile, préférant la soumission à l'Empire byzantin plutôt que l'aveuglement et la destruction. En 1018, la Bulgarie capitule enfin. Après 4 années supplémentaires de guerre,
Après des milliers de morts et des milliers d'aveugles, le premier empire bulgare cesse d'exister. Il devient une province byzantine. Basile a gagné. Sa vengeance est complète. Les Bulgares mettront plus d'1 siècle et demi à recouvrer leur indépendance. En 1186, la révolte des frères Hassen restaurera un royaume bulgare. Mais pour l'instant, en 1018, la victoire de Basile semble totale et définitive. La Bulgarie n'est pas le seul souci de Basile II. L'Empire byzantin a des ennemis sur tous ses fronts. Au sud, les Arabes menacent toujours la Syrie. En 995, Basile mène personnellement une campagne éclair contre eux. Il donne 2 mules à chaque soldat, une pour monter, une pour les bagages. Son armée traverse l'Asie mineure en 16 jours en plein hiver. Les Arabes, stupéfaits de cette vitesse, se replient vers Damas. Basile reprend Alep et Antioche. Plutôt que de continuer la guerre directement, Basile opte pour une stratégie économique. Il interdit tout commerce avec le califat fatimide. L'objectif est d'épuiser les ressources arabes sans sacrifier des soldats byzantins. La méthode fonctionne. Les Arabes restent contenus. Au nord-est, Basile étend son influence jusqu'au Caucase. En 1021, il part en campagne contre Georges Ier, roi de Géorgie, qui refuse de céder des territoires promis par son père. Basile traverse les montagnes, bat l'armée géorgienne. L'Arménie et une partie de la Géorgie passent sous contrôle byzantin. Aucun empereur depuis Héraclius n'avait pénétré si loin dans ces régions. En Italie du Sud, Basile préserve les possessions byzantines contre les empereurs germaniques et les pirates slaves. Il signe un accord commercial et militaire avec Venise en 992. Cette alliance profite aux deux parties. Venise obtient des privilèges commerciaux qui enrichiront la Sérénissime. Byzance gagne un allié naval puissant en Méditerranée. Basile projette même une grande expédition en Sicile pour reconquérir l'île des mains arabes. Il rassemble une flotte, prépare une armée. Mais la mort le surprendra avant qu'il puisse lancer cette campagne. Basile II n'est pas seulement un conquérant, c'est aussi un administrateur redoutable. Il comprend qu'une armée efficace nécessite des finances solides. Il contrôle strictement le trésor impérial, refuse tout gaspillage. Sa politique intérieure vise à affaiblir l'aristocratie terrienne qui a failli détruire l'Empire pendant les guerres civiles. Il abolit la prescription de 40 ans, qui légalisait les acquisitions illégales de terres. Les grands propriétaires doivent rendre les terres volées aux petits propriétaires. Cette mesure provoque une opposition furieuse des nobles, mais Basile tient bon. Il rétablit l'allélangon, une loi qui oblige les riches d'une circonscription fiscale à payer les impôts que les pauvres ne peuvent régler. L'objectif est double, maintenir les revenus de l'État et empêcher les grands propriétaires de ruiner complètement les paysans. Basile permet aussi les paiements en argent au lieu du service militaire dans les provinces. Cette réforme réduit le pouvoir des chefs locaux qui contrôlaient les troupes provinciales. Avec l'argent collecté, Basile paie des mercenaires qui lui sont directement fidèles. La garde varangienne n'est que la plus célèbre de ces unités professionnelles. Ces réformes financières et administratives donnent à Basile les moyens de mener ses campagnes incessantes. L'Empire byzantin n'a jamais été aussi riche, aussi bien organisé. Les pièces d'or byzantines, les nomismas, contiennent 24 carats d'or pur, signe de la solidité économique de l'Empire. En 1025, après 49 ans de règne effectif, Basile II a transformé l'Empire byzantin. Les frontières s'étendent de l'Adriatique à l'Arménie, du Danube à la Syrie. L'Empire contrôle toute la péninsule balkanique, l'Asie mineure, le sud de l'Italie. C'est le plus vaste territoire byzantin depuis l'époque de Justinien au VIe siècle. 20 millions de personnes vivent sous l'autorité de Constantinople. Les armées byzantines sont redoutées de l'Occident à l'Orient. La flotte domine la Méditerranée orientale. Les caisses de l'État sont pleines. L'Église orthodoxe, unie derrière le patriarche œcuménique, rayonne jusqu'en Russie nouvellement christianisée. Aucune puissance ne peut rivaliser avec Byzance en cette année 1025. L'Europe occidentale se cherche encore, fragmentée entre royaumes barbares. Le monde arabo-musulman se morcelle en califats rivaux. L'Empire byzantin est la superpuissance de la Méditerranée. Basile a personnellement conduit son armée pendant 39 ans, de 986 à 1025. Il n'a jamais cessé de faire campagne.
Il a 67 ans maintenant. Son corps usé par des décennies de guerre et d'austérité montre enfin des signes de faiblesse. Le 15 décembre 1025, Basile II meurt brutalement. Aucune blessure de guerre ne l'emporte. C'est simplement l'épuisement total d'un corps trop longtemps malmené. Il meurt comme il a vécu, sans faste, sans pompe, entouré de ses soldats. Basile II laisse un testament qui révèle sa personnalité. Il demande à être enterré non pas dans le mausolée impérial parmi ses prestigieux ancêtres, mais à l'extérieur, dans la cour de l'église des Saints Apôtres. Il veut que sa tombe soit accessible à tous les soldats qui ont combattu sous ses ordres. Son épitaphe, qu'il a lui-même dictée, résume sa vie. Dès le jour où le roi des cieux m'a appelé à devenir empereur, le grand seigneur du monde, personne n'a vu ma lance oisive. J'ai été vigilant toute ma vie et j'ai protégé les enfants de la Nouvelle Rome, faisant vaillamment campagne à la fois en Occident et aux avant-postes de l'Orient. Ô homme, voyant maintenant ma tombe ici, récompensez-moi pour mes campagnes avec vos prières. Pas de décoration fastueuse sur sa tombe. Pas de marbre précieux, une simple pierre qui reflète sa vie austère. Basile n'a laissé presque rien dans ses coffres personnels. Toute sa fortune est allée à l'Empire. Il meurt célibataire, sans enfant. Son frère Constantin VIII, qui n'a fait que profiter des honneurs pendant tout le règne de Basile, sans jamais gouverner véritablement, hérite du trône. Constantin est tout ce que Basile n'était pas. Faible, hédoniste, incompétent. Dès son arrivée au pouvoir, il abandonne les réformes de Basile, rend leurs terres aux grands propriétaires, gaspille le trésor. La dynastie macédonienne s'éteindra avec les filles de Constantin. L'Empire replongera dans les querelles, les coups d'État, les révoltes. Moins d'un demi-siècle après la mort de Basile, les Turcs seldjoukides infligeront à Byzance la catastrophe de Manzikert en 1071. L'Empire ne se relèvera jamais vraiment de cette défaite. Basile II reste l'une des figures les plus controversées de l'histoire byzantine. Pour les Byzantins, c'est un héros. Il a porté l'Empire à son apogée, repoussé tous les ennemis, doublé le territoire, rempli les caisses de l'État. Son règne représente l'âge d'or de l'Empire byzantin méso-médiéval. Pour les Bulgares, c'est un monstre. Le surnom de Bulgaroctone, tueur de Bulgares, résonne encore aujourd'hui comme une accusation. L'aveuglement de Cleidion reste gravé dans la mémoire collective bulgare comme le symbole ultime de la cruauté byzantine. Pendant plus d'un siècle et demi, la Bulgarie disparaît de la carte, absorbée par Byzance. Les historiens débattent encore de sa personnalité. Certains le voient comme un souverain pragmatique qui utilisait tous les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs. L'aveuglement des prisonniers, aussi horrible soit-il, était dans la logique militaire de l'époque. Terroriser l'ennemi pour le faire capituler plus rapidement, économiser ainsi des vies à long terme. D'autres le considèrent comme un psychopathe, un homme brisé par son enfance traumatisante qui a déversé sa rage sur ses ennemis. La défaite des portes de Trajan l'a obsédé pendant 28 ans. Son besoin de vengeance a motivé la destruction systématique de la Bulgarie et l'aveuglement de masse qui reste une des atrocités les plus marquantes du Moyen Âge. Ce qui est indéniable, c'est son efficacité. Basile II a prouvé qu'un empereur déterminé, discipliné, méthodique, pouvait transformer un empire déclinant en superpuissance. Il a montré que la force personnelle d'un dirigeant peut changer le cours de l'histoire. Sa vie austère, son refus du luxe, sa piété sincère malgré sa brutalité, tout cela en fait un personnage fascinant et contradictoire. Il vivait comme un moine, mais tuait comme un démon. Il priait la Vierge avant de faire aveugler des milliers d'hommes. Il était profondément religieux, mais n'hésitait pas à utiliser la terreur comme arme politique. Pour comprendre l'acte de Basile à Cleidion, il faut replacer l'aveuglement dans son contexte historique. Ce n'était pas une innovation de Basile II. La mutilation des ennemis vaincus était une pratique courante à Byzance et ailleurs au Moyen Âge. L'aveuglement servait plusieurs objectifs. D'abord, c'était une punition pour trahison ou rébellion. Un homme aveugle ne pouvait plus mener une armée ni gouverner un territoire. C'était donc un moyen de neutraliser un rival politique sans le tuer, évitant ainsi le péché de meurtre tout en rendant la victime inoffensive. Ensuite, c'était un message. Un homme aveuglé vivait avec sa défaite, visible à tous.
Il servait d'avertissement constant. Voilà ce qui attend ceux qui s'opposent au pouvoir. Dans une société où l'image et l'honneur comptaient énormément, la mutilation était pire que la mort. Guillaume le Conquérant, en Angleterre au XIe siècle, remplaçait la peine de mort par l'aveuglement et la castration, jugeant la mort trop clémente. Henri Ier d'Angleterre aveugla Guillaume de Mortain en 1106 après la bataille de Tinchebray. Zbigniew de Pologne fut aveuglé en 1112 et mourut rapidement de ses blessures. Dans l'Empire byzantin spécifiquement, l'aveuglement des vaincus politiques était presque systématique. En 1042, l'empereur Michel V et son oncle Constantin eurent les yeux crevés avant d'être exilés dans des monastères. Romain IV Diogène, après sa défaite à Manzikert, fut lui aussi aveuglé avant d'être forcé à devenir moine. Ce qui distingue Basile II, ce n'est donc pas l'aveuglement en soi, mais son échelle. 15 000 hommes mutilés en même temps, c'était du jamais vu. La différence entre une pratique courante et un massacre de masse. Entre une punition politique ciblée et une terreur systématique. L'aveuglement de Cleidion a tellement marqué l'imaginaire collectif qu'il éclipse souvent les autres aspects du règne de Basile II. Pourtant, ses campagnes contre les Arabes furent tout aussi importantes stratégiquement. En 995, sa marche forcée de 16 jours en plein hiver pour sauver Alep reste un exploit logistique remarquable. Basile avait compris que la vitesse était souvent plus importante que la force brute. En arrivant là où l'ennemi ne l'attendait pas, au moment où il ne l'attendait pas, il gagnait un avantage décisif. Cette campagne syrienne sécurisa la frontière sud de l'Empire pour des décennies. Alep et Antioche restèrent byzantines. Le califat fatimide du Caire, qui menaçait de s'étendre vers le nord, fut contenu. La Terre sainte resta accessible aux pèlerins chrétiens. Ces campagnes caucasiennes sont également remarquables. En 1021, à 63 ans, Basile traversa les montagnes pour soumettre la Géorgie. C'était un terrain difficile, hostile, loin des bases byzantines. Mais Basile vainquit Georges Ier et intégra l'Arménie à l'Empire. Ces conquêtes caucasiennes avaient une importance stratégique majeure. Elles protégeaient l'Anatolie orientale des invasions venues d'Asie centrale. Malheureusement, ses successeurs ne surent pas maintenir ces positions. Quand les Turcs seldjoukides déferlèrent au milieu du XIe siècle, ils percèrent exactement par ces régions que Basile avait sécurisées. Qui était vraiment Basile II? Les sources historiques nous donnent un portrait contradictoire. Michel Psellos, l'historien byzantin qui écrivit sa biographie, le décrit comme un homme au visage pâle, aux yeux bleus perçants, avec une barbe blonde qui grisonna avec l'âge. Son corps était musclé malgré sa maigreur, endurci par des décennies de campagnes militaires. Basile parlait peu. Dans les conseils, il écoutait tous les avis avant de trancher d'un mot. Il détestait les bavardages inutiles, les courtisans flatteurs, les cérémonies fastueuses. Quand il devait assister aux rituels impériaux, il les abrégeait au maximum. Son impatience était légendaire. Il ne buvait presque jamais de vin. Il mangeait frugalement, principalement des légumes et du pain. La viande apparaissait rarement sur sa table. Cette austérité n'était pas feinte. Basile méprisait sincèrement le luxe et ceux qui s'y complaisaient. Il voyait la richesse comme un outil pour financer l'armée, pas comme une fin en soi. Son frère Constantin VIII était son exact opposé. Constantin aimait les banquets, les courses de chars, les femmes, le vin. Pendant que Basile guerroyait, Constantin paradait à Constantinople dans des robes somptueuses. Basile le tolérait parce que Constantin ne cherchait jamais à prendre le pouvoir. Il se contentait des honneurs sans les responsabilités. Basile n'eut jamais de relations amoureuses connues, aucune maîtresse, aucun scandale. Certains historiens ont spéculé qu'il était asexuel ou homosexuel refoulé. D'autres pensent simplement qu'il consacrait toute son énergie à l'Empire. Il considérait peut-être le mariage comme une distraction ou une source potentielle de complications dynastiques. Sa relation avec sa famille était glaciale. Il n'aimait pas sa mère Théophano, malgré son charme légendaire. Comment pourrait-il aimer une femme qui avait peut-être empoisonné son père, qui avait épousé puis fait assassiner 2 empereurs? Basile la laissa mourir seule dans son monastère sans jamais lui rendre visite. Sous Basile II, l'armée byzantine atteint son efficacité maximale.
Elle compte entre 120 000 et 160 000 hommes, selon les estimations. C'est une force professionnelle, bien entraînée, bien équipée. Le cœur de l'armée est la cavalerie lourde, les cataphractaires. Ces cavaliers portent des armures lamellaires qui couvrent tout le corps. Leurs chevaux sont également protégés. Ils chargent en formation serrée avec des lances longues, brisant les lignes ennemies par leur poids et leur puissance. La cavalerie légère, composée principalement d'archers à cheval, harcèle l'ennemi, le fatigue, crée des ouvertures pour les cataphractaires. L'infanterie tient les positions, construit les camps fortifiés, assure la logistique. Les fantassins byzantins portent de grands boucliers, des épées courtes, des lances. Basile utilise aussi massivement les mercenaires. Outre les varègues scandinaves, il emploie des Russes, des Géorgiens, des Arméniens, des Arabes chrétiens. Ces troupes apportent des techniques de combat variées et évitent de trop dépendre des grandes familles aristocratiques byzantines. La logistique est le vrai génie de Basile. Ces armées peuvent opérer loin de leur base pendant des mois. Des trains de ravitaillement suivent les troupes. Des dépôts sont établis sur les routes de campagne. Chaque soldat porte plusieurs jours de nourriture. Cette organisation permet à Basile de mener des campagnes hivernales quand ses ennemis pensent être tranquilles. Le renseignement joue également un rôle crucial. Basile emploie des espions dans tous les royaumes voisins. Il connaît les forces ennemies, leurs mouvements, leurs divisions internes. Cette information lui permet d'anticiper les menaces et d'exploiter les faiblesses adverses. Basile II était profondément pieux mais pragmatique dans ses relations avec l'Église. Il respectait le patriarche de Constantinople et assistait régulièrement aux offices. Sa foi orthodoxe était sincère. Mais il ne laissait jamais l'Église dicter sa politique. Quand il conquit la Bulgarie, il maintint le patriarcat bulgare d'Ohride. Au lieu de l'abolir pour affirmer la suprématie de Constantinople, il le conserva sous autorité byzantine. Cette décision pragmatique facilita l'intégration des Bulgares dans l'Empire. Le clergé bulgare continua d'officier en slavon, préservant une certaine autonomie culturelle. Basile enrichit de nombreux monastères, finança la construction d'églises, distribua des reliques sacrées. Mais il refusa toujours que les monastères accumulent trop de terres. Les terres devaient asservir l'État et l'armée, pas enrichir le clergé. Sa conversion de Vladimir de Kiev au christianisme orthodoxe eut des conséquences historiques immenses. En échange de la main de sa sœur Anne, Basile christianisa la Russie. Cette décision créa une sphère d'influence culturelle byzantine qui dura des siècles. Moscou se proclamera plus tard la Troisième Rome, héritière de Constantinople. Le schisme entre l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe byzantine ne surviendra officiellement qu'en 1054, après la mort de Basile. Mais les tensions existaient déjà. Basile traitait le pape de Rome avec respect formel, mais sans soumission. Constantinople était pour lui le véritable centre du christianisme. Le règne de Basile ne fut pas que guerres extérieures. Il dut constamment mater des révoltes intérieures. L'aristocratie terrienne ne pardonnait pas ces réformes qui limitèrent leur pouvoir. Plusieurs complots visèrent à le renverser. En 1001, la famille Phocas tenta un nouveau coup d'État. Nicéphore Phocas, homonyme de l'ancien empereur, rassembla des troupes en Asie mineure. Basile réagit immédiatement. Il marcha sur les rebelles avec ses varègues, écrasa l'armée de Phocas, captura les chefs. Tous furent aveuglés puis exilés. Cette révolte confirma à Basile que l'aristocratie militaire restait dangereuse. Il intensifia sa politique de réduction de leur pouvoir. Les grandes familles comme les Phocas, les Scléros, les Comnènes virent leurs terres confisquées, leurs membres dispersés dans l'administration impériale où ils pouvaient être surveillés. Les gouverneurs de province qui montraient trop d'indépendance étaient rapidement remplacés. Basile changeait régulièrement les postes pour empêcher quiconque de développer une base de pouvoir locale. Cette politique créa une administration mobile mais efficace. Dans les Balkans fraîchement conquis, Basile installa des colons byzantins. Il déplaça des populations, mélangea les ethnies, brisa les anciennes structures tribales. Son but était d'intégrer totalement ces territoires à l'Empire, d'empêcher toute velléité séparatiste. Le succès militaire de Basile reposait sur une économie florissante. Constantinople comptait environ 400 000 habitants, ce qui en faisait la plus grande ville d'Europe. Ces marchés vendaient des produits venus de Chine, d'Inde,
d'Afrique, de Scandinavie. La route de la soie passait par territoire byzantin. Les taxes sur le commerce enrichissaient le trésor impérial. Les ateliers de Constantinople produisaient les meilleurs tissus de soie d'Occident. Le monopole impérial sur la pourpre garantissait des revenus considérables. L'agriculture byzantine était productive. Les grandes plaines de Thrace et d'Anatolie produisaient du blé en abondance. Les oliviers couvraient la Grèce et l'Asie mineure. Les vignobles du Péloponnèse exportaient leur vin jusqu'en Égypte. Basile contrôlait strictement la monnaie. Le nomismat d'or restait stable, avec 24 carats d'or pur. Cette stabilité facilitait le commerce international et renforçait la confiance dans l'économie byzantine. Les marchands de Bagdad, de Venise, d'Alexandrie acceptaient tous les nomismats. Les impôts étaient lourds mais prévisibles. Basile ne changeait pas constamment les taux. Les paysans savaient ce qu'ils devaient payer. Cette prévisibilité encourageait la production. Même si Basile taxait lourdement, il ne ruinait pas ses sujets, car il comprenait qu'une population prospère payait plus qu'une population affamée. En 1022, Basile avait 64 ans. La plupart des hommes de son âge étaient morts ou retirés. Lui planifiait une nouvelle campagne. Il voulait reconquérir la Sicile arabe pour compléter son contrôle de la Méditerranée. La Sicile était tombée aux mains des Arabes au IXe siècle. Depuis, elle servait de base aux pirates qui attaquèrent les côtes byzantines d'Italie du Sud. Basile décida d'en finir avec cette menace. Il commença à rassembler une flotte, à entraîner des troupes spécialisées dans les combats amphibies. Mais son corps usé commençait à lâcher. Les campagnes incessantes, la vie austère, le stress constant avaient épuisé ses forces. En 1025, il tomba malade pendant l'hiver. Les médecins impériaux ne purent rien faire. Le 15 décembre, Basile II mourut dans son camp militaire, entouré de ses généraux. La nouvelle se répandit rapidement dans tout l'Empire. À Constantinople, Constantin VIII pleurait des larmes de crocodile tout en se réjouissant secrètement de devenir enfin empereur à part entière. Dans les provinces, les gouverneurs calculaient déjà comment profiter de la transition. Dans les monastères, les moines priaient pour l'âme de l'empereur défunt. Les ennemis de Byzance reçurent la nouvelle avec soulagement. Basile II était mort. L'homme qui les avait terrorisés pendant des décennies n'était plus. Peut-être l'Empire byzantin redeviendrait-il vulnérable. Ils avaient raison. Sans Basile, Byzance perdrait rapidement sa suprématie. Constantin VIII régna seulement 3 ans, de 1025 à 1028. Il annula immédiatement les réformes de Basile contre l'aristocratie terrienne. Les grandes familles récupérèrent leurs terres confisquées. Le trésor, si péniblement rempli par Basile, fut dilapidé en fêtes et en largesses. Constantin n'avait que des filles. À sa mort, Zoé et Théodora, ses filles, héritèrent du trône. Zoé se maria 3 fois, chaque mari devenant empereur. Romain III Argyros, Michel IV le Paphlagonien, Constantin IX Monomaque se succédèrent. Aucun n'avait le génie de Basile. L'armée se dégrada. Les thèmes, ces circonscriptions militaires où les soldats recevaient des terres en échange de leurs services, furent démantelés. Les empereurs préféraient à payer des mercenaires, moins chers à court terme, mais moins fiables. La discipline de fer imposée par Basile disparut. En 1040, les Bulgares se révoltèrent sous Pierre d'Eljan. Il leur fallut 2 ans pour être matés. En 1088, nouvelle révolte bulgare sous Constantin Bodin. L'empire qui avait complètement dominé les Balkans sous Basile devait maintenant lutter pour les garder. Plus grave encore, les Turcs seldjoukides apparurent en Anatolie dans les années 1050. Ces nomades turcs venus d'Asie centrale avaient conquis la Perse. Maintenant, ils regardaient vers l'ouest. En 1071, à Manzikert, ils écrasèrent l'armée byzantine et capturèrent l'empereur romain IV Diogène. Manzikert marqua le début de la fin pour l'Empire byzantin. L'Anatolie, cœur économique et militaire de Byzance, fut progressivement perdue. Si Basile avait vécu 20 ans de plus, si ses successeurs avaient maintenu ses réformes, l'histoire aurait peut-être été différente. Mais l'histoire ne connaît pas les si. 1000 ans après sa mort, Basile II reste une figure historique majeure. Son règne représente l'apogée de l'Empire byzantin médiéval. Aucun empereur après lui ne réussit à égaler ses conquêtes ou sa stabilisation de l'Empire. Les historiens byzantins le vénèrent.
Michel Psellos, malgré quelques critiques sur sa brutalité, reconnaît son génie militaire et administratif. Jean Skilitzès, autre chroniqueur byzantin, le décrit comme le plus grand empereur de la dynastie macédonienne. Les textes grecs médiévaux le comparent à Constantin le Grand et à Justinien. Les historiens bulgares ont une vision plus nuancée. Ils reconnaissent sa compétence militaire, mais ne peuvent pardonner l'aveuglement de Cleidion. Pour la conscience nationale bulgare, Basile II incarne l'oppresseur étranger qui a failli détruire leur peuple. Le premier empire bulgare ne s'en est jamais vraiment remis. Les historiens modernes débattent de sa psychologie. Certains voient en lui un stratège rationnel qui utilisait la terreur comme arme calculée. L'aveuglement de 15 000 hommes était horrible, mais atteignait son objectif, briser la résistance bulgare sans combat supplémentaire. Dans cette logique, Basile aurait épargné des vies à long terme. D'autres analysent de son enfance traumatisante. Orphelin de père à 5 ans, témoin des assassinats de ses beaux-pères, séparé de sa mère à 11 ans, utilisé comme pion pendant sa jeunesse. Basile a grandi dans un environnement de violence et de trahison. Ces expériences auraient forgé un homme incapable d'empathie, obsédé par le contrôle et la vengeance. La vérité se situe probablement entre ces deux interprétations. Basile était rationnel dans sa cruauté, calculateur dans sa violence. Mais il était aussi profondément marqué par son passé. La défaite de 986 l'obséda pendant 28 ans. Sa vengeance contre Samuel fut personnelle autant que stratégique. Sur le plan purement militaire, Basile II laisse des leçons toujours pertinentes. Sa compréhension de la logistique, son utilisation du renseignement, sa patience stratégique restent des modèles. Il démontra qu'un commandant doit vivre avec ses troupes pour les comprendre et gagner leur respect. Ses soldats le suivaient non par peur, mais par confiance. Ils savaient qu'ils ne gaspilleraient pas leur vie dans des batailles inutiles. Quand Basile attaquait, c'était toujours avec un avantage décisif. Sa guerre de 40 ans contre la Bulgarie illustre la valeur de la persévérance. Après sa défaite de 986, un empereur moins déterminé aurait abandonné. Basile transforme cette défaite en motivation. Il changea de stratégie, passa de la bataille rangée à la guerre d'usure et finalement triompha. Son utilisation des mercenaires montre comment un État peut éviter la dépendance envers sa propre aristocratie militaire. En payant des Varègues, des Russes, des Géorgiens, Basile créa une armée fidèle uniquement à lui. Cette leçon sera retenue par d'autres empires, notamment l'Empire ottoman qui développera le corps des janissaires selon des principes similaires. Basile II apparaît dans de nombreuses œuvres littéraires et artistiques. Le psautier de Basile II, manuscrit enluminé conservé à la Bibliothèque Marciana de Venise, le représente en empereur triomphant. Sur une page célèbre, on le voit en armure, recevant la couronne du Christ pendant que des ennemis vaincus se prosternent à ses pieds. Les chroniques byzantines regorgent d'anecdotes sur lui. On raconte qu'il inspectait personnellement ses troupes avant chaque bataille, reconnaissant chaque soldat par son nom. On dit qu'il dormait seulement 4 heures par nuit, passant le reste du temps à planifier ses campagnes ou à étudier les rapports de ses espions. Une légende raconte qu'un jour, un soldat se plaignit de la dureté des marches forcées. Basile lui répondit « Si la marche te fatigue, imagine comment elle fatigue l'ennemi qui doit nous affronter à l'arrivée. » Cette réponse illustre sa philosophie militaire. L'endurance surpasse la bravoure. Dans la littérature bulgare, Basile apparaît comme le grand méchant. Des poèmes épiques racontent la bravoure du tsar Samuel face aux tyrans byzantins. Des chansons folkloriques pleurent les 15 000 aveugles de Cleidion. Cette mémoire collective bulgare maintient Basile comme symbole de l'oppression étrangère. Basile II invite les comparaisons avec d'autres grands conquérants. Comme Alexandre le Grand, il transforma un royaume en empire par ses conquêtes personnelles. Comme Jules César, il était à la fois général de génie et réformateur politique. Comme Gengis Khan, il utilisait la terreur comme arme stratégique. Mais contrairement à Alexandre, Basile ne cherchait pas la gloire personnelle. Il vivait modestement, refusait le faste. Contrairement à César, il n'avait aucune ambition dynastique puisqu'il ne se maria jamais. Contrairement à Gengis Khan, il opérait dans un cadre d'État établi qu'il renforçait plutôt que de créer un nouvel ordre.
On peut le comparer à Charlemagne qui, 2 siècles plus tôt, avait unifié l'Europe occidentale. Mais Charlemagne construisait un empire nouveau, tandis que Basile restaurait un empire ancien. Charlemagne créait une nouvelle civilisation, tandis que Basile préservait une civilisation millénaire. Plus proche temporellement, on peut le comparer à Guillaume le Conquérant qui envahit l'Angleterre en 1066, 40 ans après la mort de Basile. Tous deux utilisaient des méthodes brutales pour consolider leur pouvoir. Mais Guillaume était un aventurier qui conquit un royaume étranger, tandis que Basile était un empereur légitime qui reconquérait des territoires autrefois byzantins. Basile II symbolise l'empire byzantin à son meilleur, discipliné, efficace, impitoyable, survivant contre tous les obstacles. Byzance n'avait ni la population de la Chine, ni les ressources de l'empire abbasside, ni l'espace de la steppe mongole. Mais elle tenait par son organisation, sa diplomatie, sa capacité d'adaptation. L'empire byzantin était le dernier fragment vivant de l'empire romain. Quand Rome tomba en 476, Constantinople continua. Quand Justinien reconquit l'Italie au VIe siècle, il tentait de restaurer l'unité romaine. Quand Basile II dominait la Méditerranée orientale au XIe siècle, il perpétuait une tradition impériale vieille de plus de 1000 ans. Cette continuité impressionnante fascine encore aujourd'hui. Byzance survécut aux invasions barbares, aux conquêtes arabes, aux schismes religieux, aux guerres civiles. L'empire dura jusqu'en 1453, quand les Turcs ottomans prirent Constantinople. Plus de 1000 ans d'histoire ininterrompue. Basile II, par ses réformes et ses conquêtes, prolongea cette survie de plusieurs siècles. Sans lui, l'Empire aurait peut-être déjà succombé aux Bulgares ou aux Arabes au début du XIe siècle. Il donna à Byzance 150 ans supplémentaires de gloire avant le déclin inexorable. L'histoire de Basile II est celle d'un homme qui transforma son trauma personnel en force implacable. L'enfant traumatisé devint l'empereur qui ne pardonnait jamais. L'adolescent impuissant devint le souverain qui ne tolérait aucune rébellion. Le jeune homme humilié à Théodosiopolis devint le conquérant qui aveugla 15 000 prisonniers. Son règne de 49 ans changea la face de l'Europe orientale et du Proche-Orient. Il doubla la superficie de l'Empire byzantin. Il remplit les caisses de l'État. Il créa une armée professionnelle redoutable. Il affaiblit l'aristocratie terrienne. Il christianisa la Russie. Il sécurisa les frontières pour des générations. Mais il ne laissa rien d'autre. Pas de dynastie, pas de monuments grandioses, pas de littérature, pas d'art, seulement des victoires militaires et des réformes administratives. Basile II, c'était un fonctionnaire de l'Empire, pas un bâtisseur de civilisation. Son surnom de Bulgaroctone le suivra éternellement. Cet aveuglement de Clydion, ces 15 000 hommes mutilés, restent de gravés dans les mémoires quand tant d'autres aspects de son règne sont oubliés. C'est l'ironie de l'histoire. Un acte de quelques jours éclipse 49 ans de règne. Était-il un monstre ou un génie? Un tyran ou un héros? La réponse dépend du point de vue. Pour les Byzantins de son époque et des siècles suivants, c'était le plus grand empereur depuis Justinien. Pour les Bulgares, c'était l'incarnation du mal. Pour les historiens modernes, c'est une figure complexe qui utilisait tous les moyens, même les plus cruels, pour atteindre ses objectifs politiques. Ce qui est certain, c'est que Basile II fut un des empereurs les plus efficaces de l'histoire byzantine. Il prit un empire menacé de toutes parts et le transforma en superpuissance méditerranéenne. Il régna pendant un demi-siècle sans jamais faiblir, sans jamais abandonner, sans jamais pardonner. Quand il mourut en 1025, l'Empire byzantin atteignait son apogée territorial depuis Justinien. 20 millions de sujets, des frontières sûres, un trésor plein, une armée invincible. Tout cela grâce à un homme qui refusait le luxe, vivait comme un moine, et faisait aveugler ses ennemis pour terroriser tous ceux qui oseraient défier Byzance. Le seigneur qui arrachait les yeux avant les batailles laissa un héritage de fer et de sang. Un empire à son apogée construit sur la discipline, la terreur et la volonté inébranlable d'un seul homme. Basile II Bulgaroctone reste, 1000 ans après sa mort, un des personnages les plus marquants et les plus controversés de l'histoire médiévale.